enregistrer. Hop, donc hop, c'est parti. Alors, je suis en visio avec Jérémy Muller et Cédric Schmitt, alors, tous les deux multi-instrumentistes du groupe Berlial. Alors, dans un premier temps, merci d'avoir accepté cette interview. Bah, merci à toi. Salut Emmanuel. Merci à toi, salut. Voilà, alors du coup, multi-instrumentiste. Alors, Jérémy, c'est chant et clavier. Et Cédric, c'est guitare, basse, clavier, programmation batterie, c'est ça? Ouais, je programme la batterie, un petit peu de clavier, guitare basse, effectivement. Et un peu de voix de temps en temps. Ouais. D'accord. Et du coup, Jérémy, tu étais bassiste aussi sur le premier album, mais pas sur le deuxième, c'est ça? Bah, non, bon, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est effectivement pendant le premier confinement, j'avais fait un peu de musique avec des copains où je m'étais improvisé à la basse parce que le piano ça me saoulait un peu. Et du coup, j'ai un peu rifoté sur le premier confinement et il y a certains morceaux du premier album sont nés de entre guillemets riffs de basse. Mais arrivé en studio, j'ai enregistré en fait la basse sur un titre du premier album, c'est le prix d'un Vol Martyr. C'est parce que je l'ai fait en scrod de notre producteur. En fait, si tu veux, j'étais sur le point d'enregistrer. Il y a Edgar, notre producteur, qui est à côté de moi. Il me dit, bah, tu vas jouer au doigt. Je fais, ouais, ouais. Il fait, bah, tu devrais peut-être jouer au Mediator. Et là, je lui dis, ouais, mais je sais faire que les allées, pas les allers-retours. Et donc là, il m'a regardé. Il s'est retourné vers Cédric, il m'a re-regardé, il s'est retourné vers Cédric, et là, il a sous-entendu, les gars, vous faites quelque chose, ou je dois vraiment vous le dire, quoi. Et donc, du coup, on a fait le choix que Cédric reprenne en charge la basse, parce que c'est pas juste un guitariste bassiste par défaut, on avait un groupe ensemble il y a plus de 20 ans, dans lequel il était bassiste. Donc, il est vraiment et bassiste et guitariste, quoi. Hmm. Ok. Donc, du coup, voilà la petite question traditionnelle pour commencer. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Bah écoute, vas-y, Cédric, pour changer un petit peu. Ben, alors, Berlia est un groupe qui est apparu pendant le confinement. Je me rappelle un soir, Jérémy me passe un coup de fil. On se connaît depuis longtemps, Jérémy et moi. Il me passe un petit coup de fil en me disant, écoute, j'ai un projet, j'aimerais faire du black metal, ça me tient à cœur. Et là, j'aimerais savoir si tu étais intéressé pour participer un petit peu à l'élaboration musicale. Il m'a posé un petit peu ce qu'il aimerait faire, etc. À cette époque-là, j'avais rien d'autre à faire. Et je lui ai dit, écoute, c'est parti. Il avait déjà quelques morceaux de composés avec un copain qui s'appelle Pierre, avec qui il était à l'école. Ils avaient composé quelques petits morceaux. Et je les ai rejoints à cette occasion-là. Et puis après, on s'est vu deux, trois fois avec Pierre et Jérémy. On a composé le premier album. Puis Pierre a décidé de quitter l'aventure, hein. Il avait d'autres choses à faire. Et après, on a continué, Jérémy et moi, tranquillement. Et puis voilà. Ok. Donc, voilà, donc, justement, voilà. Alors, avant qu'on passe à Berlial, donc, je sais pas si vous avez vu hier sur les réseaux, il y a le décès de Bruno Ramos, guitariste de Manigance, qui a été annoncé. Alors, c'est un peu des sphères musicales différentes de la vôtre, mais est-ce Ah que oui. c'est quelqu'un qui vous a influencé ou marqué d'une certaine manière? Alors Emmanuel, là, tu nous apprends tu nous apprends son décès. Ah, franchement, alors je connais Manigance, oui, de nom. Je me demande même si Rockard n'a pas fait un dossier Ils ont fait deux ou trois albums, c'est ça? Ou deux albums début des années 2000, si je dis pas de bêtises, hein. Non, tu confonds peut-être avec Malédiction. Oui, t'as raison. Manigance, ils existent depuis une trentaine d'années, puis ils en sont déjà à 7-8 albums, quoi. C'est du heavy metal, c'est ça? C'est entre le heavy et le prog, ouais. Et le prog, ouais, bah tu vois, alors pour le coup, vraiment le heavy metal et français, j'ai les gros blazes, hein, Sortilège, etc. On est assez d'accord. Et effectivement, comme je suis un lecteur assidu de rock hard, même quand c'est pas ma tasse de thé, je lis. Mais alors, à écouter, malheureusement, je vais être obligé de t'avouer que non, pas du tout. C'est vraiment pas notre univers d'inspiration, quoi. D'accord. Oui, mais justement, il était dans Sortilège les dernières années, quoi. Ok, Mais il faisait voilà. le sortilège qui a sorti l'album là pas trop mal l'année dernière, ou Ouais, le sortilège du Fall of Summer et non le tout dernier sortilège quoi. voilà, tout dernier Sortilège, ouais, c'est ça, depuis la Reformation, en fait, quoi. Parce C'est non lui. mais il y avait deux montures non, il y avait le chanteur donc ce qui du coup C'était le m'entend un peu bordel, mais mal moi. c'était Ah, c'est c'était ça avec hein, c'est pas.
Bah, en fait, il avait fait partie des deux moutures, justement. Parce qu'au Ok. début, voilà, ils avaient reformé sans le chanteur juste pour des concerts ponctuels. Et après, ça a continué, le chanteur est revenu, et les autres sont partis. Mais voilà, Bruno Ramos était resté vraiment dans. Et la jonction entre les deux. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. Non, mais effectivement, Manigance, j'ai dû écouter sur un sampler une fois de hard rock à l'époque, Hard Rock Magazine encore, ou un truc comme ça, mais c'est pas du tout heavy metal, why not, mais français, c'est vrai que c'est moins le domaine, peut-être plutôt la nouvelle scène, un peu. Alors, je sais pas d'ailleurs si tu mets Ecclesia, tu mettrais ça dans le heavy metal? Genre, je les ai vus sur scène une fois il y a 2, 3 ans. De mémoire, euh, ouais, ouais, peut-être une sorte de heavy un peu plus sombre, quelque chose comme ça. Ouais, parce que on peut pas dire que c'est du. On attend. Au début, moi je les ai vus, ils avaient même pas sorti leur premier album. C'était vraiment leur. C'est le concert. D'ailleurs, General Witchfinder, elle en parle souvent. C'est le concert qu'il a fait au club. Bah, j'étais là. Mhm. Et en 2018, si je dis pas de bêtises. Et bah, leur imagerie ferait que tu peux un peu les mettre dans le doom potentiellement ou occult rock. Mais en fait, quand tu écoutes la voix, enfin c'est. Bah, d'ailleurs, c'est un des mecs de Death Code Society. Hein, maintenant, je crois qu'on sait à peu près qui c'est derrière. C'est la petite bande des Savoyards. Oui. Et bah, ouais, ça par exemple, c'est ma cam. Witch or Use, etc. Dès que tu vas être sur un peu un Eevee qui va un peu chercher sur le Doom, mais même à l'international, tu vois, je suis très. Là, cet été au Alcatraz, j'ai vu les légendes là du. Ah mince, le nom vient de m'échapper, ça va me revenir. Bon, ça va me revenir. Mais ouais, je suis pas. J'ai écouté Head Guy, l'album de 2004, qui est un peu plus énervé. Je sais plus comment il s'appelle, tu sais, où il y a d'ailleurs une chanson avec le chanteur de Creator dessus. Est-ce que c'est Euh, Hellfire Club? Ouais, c'est ça, Ouais, ok. exactement. Exactement. Mais tu vois, je suis plus ceux-là que ceux des années 90 où il y a quelques titres évidemment qui sont imparables. Mais c'est vrai que et je m'y suis mis vraiment sur le tard. Le heavy metal, c'est un truc, j'y suis vraiment arrivé là récemment. Bah, peut-être depuis un an, tout bêtement, parce que je suis pas mal Mathieu Yassef, qui nous avait d'ailleurs chroniqué dans Rockard, parce que bah, Stoner Sludge Doom. Et finalement, il aime bien le heavy. Et c'est pour ça que je cherche le nom. Ils ont ressorti leur album qui a fêté leurs 40 ans là, il y a pas longtemps. Ça me reviendra, un groupe heavy de la Bay Area, mais c'est du heavy metal. Ils étaient Ouais. au Alcatraz, ça va me revenir. Et en fait, c'est parce que bah, justement, il en parlait vachement. Et en écoutant, j'ai bien aimé. Et puis bah, aussi la nouvelle vague, là, qui est un peu à la mode. Tu sais, des groupes de heavy ricains. Moi, j'aime bien, ouais. Mais c'est pas mon territoire de base. Et Cédric, ça va être plutôt classique rock prog, pour le coup. D'accord. Ok, donc on passe à votre actualité. Donc c'est ce second album, Nourishing the Disaster to Come, qui est sorti le 7 février dernier. Quelles sont les retombées pour l'instant, jusqu'à présent? Bah vas-y, c'est vrai que je te laisse un peu. Bah, pour l'instant, je trouve qu'on a de bons retours. Euh, que ce soit les chroniques qui sont dans l'ensemble vraiment positives. Enfin, c'est pas que ce soit surprenant, enfin, ça nous touche en fait. On a eu des critiques constructives, des choses intéressantes. L'univers qu'on a voulu mettre en lumière a été bien perçu pour la plupart des chroniqueurs. Et c'est vrai que c'était pas forcément simple et on a trouvé ça vraiment sympa. Et voilà, enfin, t'en penses quoi, toi? Ouais, ouais, non, on a eu, bah, c'est vrai que déjà on a eu, tu sais, je te l'avais peut-être dit, mais donc on a deux labels principaux. My Kingdom, donc le label italien qui est notre label principal, c'est lui qui a investi dans notre musique, qui du coup nous permet d'avoir une visibilité internationale assez conséquente. Notamment parce que, bah, alors si je pense aux plateformes, nos deux singles étaient dans pas mal de playlists. Donc tu vois, le premier single, on a plus de 15 000 écoutes. Et alors que, attention, je dis ça, mais sur les autres pistes de l'album, le deuxième single on a plus de 6 000. Mais par contre, après, à part la première de l'album qui doit avoir entre 1300 1400, on est en dessous de 1000. Donc ça montre bien que c'est écouté dans le cadre de la playlist, parce qu'il y en a une, je crois qu'on est à deux titres de Metallica et il y a Gojira juste avant ou juste après nous. Donc pour te dire un peu le domaine. Donc, je pense que les gens tombent dessus dans le continuum de la playlist. Donc, on a eu pas mal de retombées aux US, en Allemagne, en Suisse. En Allemagne, c'est peut-être là où on a eu les chroniques, j'allais dire les plus dures, c'est un grand mot, mais où on avait quelques réserves. Où, par exemple, tu vois, un chroniqueur trouvait que c'était un petit peu long, il avait tendance un peu à s'ennuyer, ou dans la production, il aurait imaginé
un son plus ample, plus riche, mais tu vois, en Suisse, c'était vraiment dithyrambique. Bon, en même temps, la Suisse, bah, tu vois, entre Borgne, Tarponde, donc je cite pas que du black metal, mais évidemment Dark Space, Paysages d'hiver, bah, je veux dire, enfin, moi, c'est une scène qui me parle énormément, donc Versatile, là, mais encore pour citer un groupe, par exemple, d'Adlo. Donc, je suis pas surpris que leur musique, enfin, notre musique leur plaise, puisqu'ils ont une scène, moi, qui m'inspire beaucoup. Et puis en France, on est accompagné par l'agence Singularité via notre label français, donc sur Saturn Records. Et donc on a effectivement de facto eu un certain nombre de chroniques et d'interviews et on en a eu, bah, franchement, il y en a deux, bah, si tu me permets de citer de tes confrères, mais Pas de c'est souci, hein. Ouais, super. Bah, Memento Mori, Mememigu et l'autre, c'est Loud TV avec Anemone qui sont vraiment rentrés dans notre univers. Mais bah, Mémé Migou, elle a fait enfin, ses chroniques sont toujours assez littéraires. C'est un peu des œuvres d'art en elles-mêmes, quoi. Et elle a vraiment capté, mais les détails sur les extraits de films qu'on peut mettre, sur les références littéraires, parce qu'on essaie modestement, mais de brasser un peu plus large que simplement la musique. Et elles sont vraiment rentrées et ont bien interprété le sens de notre propos. Et du coup, c'était vraiment cool. Enfin, c'est super gratifiant de te dire que quelqu'un, parce que nous, enfin, on est des fans de Zik avant tout, tu vois, on n'est pas des musiciens. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu des projets. Moi, ça faisait, bah, en 2020, ça faisait 13 ans que j'avais arrêté la musique. Mais arrêté, quoi. Donc, bah, quelques années plus tard, te retrouver à ce que des gens que tu ne connais pas, non seulement achètent ton Scud ou ton vinyle et rentrent dans la musique, lisent les paroles et essaient de décortiquer le truc. Ce qu'on peut faire nous, bah, comme toi, tu vois, quand on est fan d'un groupe, c'est super gratifiant en fait de se retrouver de l'autre côté, quoi. Mais effectivement, Cédric a raison, à part quelques réserves, mais c'est vraiment de l'ordre de la réserve, on sait pas. Si t'as David de la OTV qui a pas du tout aimé le clip, et ce qui est logique, puisque nos chansons, en fait, d'une à l'autre, tu peux en aimer une et ne pas du tout aimer l'autre, parce que on a un périmètre assez large dans nos influences, mais qui avait pas aimé le clip, mais qui a adoré l'album, qui a ensuite été dithyrambique sur l'album. Honnêtement, on a eu plutôt des retours positifs, voire vraiment des gens qui ont capté ce qu'on voulait faire. Et ça, c'est quand même cool. Et en dehors, je dirais, bien sûr, l'agence Singularité te fournit un kit presse, tu vois, mais je veux dire vraiment qui sont allés creuser au-delà du verbatim qui était utilisé par les labels ou l'agence, quoi. Donc ouais, c'est vraiment cool. Franchement, ça fait plaisir de ouf. Hmm. Et du coup, tu mentionnais le vinyle, il est sorti dans ce format, le nouvel album? Ah ouais, parce Oui, que d'accord, ok. j'ai cité deux labels, mais il y en a trois, parce que j'ai la Tac. 203. Ouais, en gros, donc du coup, chez My Kingdom slash sur Saturn, parce que sur Ouais. Saturn, du coup, nous permet d'avoir la distribution France et notamment via Season. Donc c'est pour ça qu'on est dans les shops, qu'on est dans des Gibert, on est dans des Fnac, des espaces culturels Leclerc. Donc on a le vinyle splatter bleu, on a le vinyle noir classique, on a le CD et on a la cassette qui, pour le coup, elle est limitée à 20 exemplaires. Il en reste déjà plus beaucoup chez UR Productions, qui est un label underground black metal orienté DSBM, poésie, dungeon synth. Il y a pas mal de choses différentes. Heroiac, là, son dernier projet, il était chez UR. Ils avaient fait la cassette du premier IP de Hool, qui est un peu plus connu, donc qui était sorti chez Ladlo en CD, mais par contre en cassette chez UR. Et du coup, voilà, moi c'est vrai que j'étais moins sensible à ça, mais moi je suis un peu un nostalgique. Tu vois, le black metal, c'est la tape, quoi. C'était s'envoyer. Enfin, c'est vraiment le format cassette quand tu t'envoyais des cassettes à travers le monde. Donc je trouvais ça cool d'aller au bout du geste. Et puis je sais qu'il y a ça nous permet aussi, faut dire, de toucher vraiment un public underground. Parce que moi, UR, je vais être franc, je ne connaissais pas. C'est via un pote qui nous a mis en relation. Et quand j'en ai parlé à d'autres confrères, à toi, il me dit, ah ouais, UR, j'adore, etc. Donc il a vraiment sa fanbase. Et c'est vrai que bah, j'ai vu des artistes que je connaissais pas où il a écoulé 100 CD et cassettes, tu vois, ce qui est quand même déjà sympa comme vente, quoi. Sachant qu'il a que son Bandcamp, tu vois, il y a pas de réseau, il y a Facebook et c'est tout, quoi. Donc c'est cool, ça nous permet vraiment d'avoir bah, un côté mainstream, c'est un grand mot, mais on va dire bah voilà, distribute season et tout ça, tout en restant un peu, je dirais plus confidentiel vraiment pour les amoureux du black. Donc ouais, c'est chouette. Donc voilà, t'as les trois formats avec deux vinyles différents. Hmm. D'accord. Alors du coup, au niveau du style musical, donc voilà, vous vous définissez comme un groupe de black metal, et c'est assez flagrant, voilà, surtout sur le premier album. Mais sur ce Nourishing the Disaster to Come, même s'il y a encore quelques petites touches black, j'ai plutôt pensé à une sorte de death prog et atmosphérique, on va dire, et dans l'esprit, ça m'a rappelé ce qu'a pu faire Calisia avec Sibion. Est-ce que vous partagez un petit peu cette analyse? On en a un petit peu parlé par Ouais, ouais, par pardon. message, ouais.
Bah alors déjà, il faut quand même préciser un truc, c'est que c'est vrai quand on parle de référence musicale, là tout à l'heure sur Manigance, je me suis permis de répondre, c'est Cédric écoute du métal de manière plus distante. Bon là, il s'y est remis forcément parce que j'envoie des trucs quand on réfléchit au style. Mais s'il y a un truc que il a adoré, et j'avais dû lire une chronique dans un magazine, et donc effectivement, je l'ai Calisia, enfin je sais pas si tu l'as aussi, c'est un Ah oui. digipack avec des BD et tout, enfin il est magnifique, tu vois, l'objet, t'as le concept. Et Cédric, si tu veux, c'est le seul. C'est pour ça que ça m'a vraiment fait rire et que fallait que Cédric soit à cette interview. Je dis putain, pour une fois qu'on te donne une ref qui est en plus hyper pointue, hein, parce que va sortir Calisia même à des gros fans, c'est un truc, enfin, faut connaître quoi. J'ai dit putain, tu vas pouvoir balancer le seul blast que tu connais, mec, de nom. Donc, c'est quand même trop fort. Et en fait, alors, très honnêtement, ton retour m'a un peu surpris. Et on va pouvoir répondre à deux. Donc, ouais, Cédric, il est très prog, clairement. Enfin, lui, c'est DT et compagnie. D'ailleurs, le 7 février sortait le dernier album de DT. Je pense que c'est ça que Cédric a écouté bien avant Burial. Mais donc lui, il pourra te répondre et je pense que ça rentre clairement dans sa façon d'écrire. Moi, c'est vraiment Black. Et alors, c'est marrant parce que moi, je trouve que sur le premier album, le titre À la naissance du pire, partie un pour moi, s'il y a un passage quasi Def Sympho. Alors, Sympho avec trois couches de clavier, hein, on n'est pas Septic Flesh, hein, mais je veux dire, très modestement, mais c'est plutôt l'influence va là. Il y a des passages, tu vois, limite rock, post-rock, etc. Il n'y a pas que du black. Là où j'ai trouvé justement, on a voulu être moins patchwork sur ce deuxième album que sur le premier, qui était vraiment un laboratoire d'idées, quoi. Et donc, on a essayé de faire un peu une base quand même qui était black, mélo, ambiant, avec des dimensions dissonantes. Mais tu vois, il y a par exemple sur tous les morceaux, et quasiment toutes les parties, je pense. En tout cas, dès qu'il y a un riff, on a des guitares Atmos. Donc des guitares Atmos, ça va être des notes aiguës, etc., pour ajouter des textures qui sont typiquement une technique black. Enfin, ça, je veux dire, c'est vraiment dans l'abécédaire du black, quoi. Donc pour moi, je trouve on a enlevé les éléments death. Mais tu vois, après, c'est chaque auditeur, hein. Mais j'ai trouvé qu'on a enlevé les éléments death metal dans le deuxième, hormis les growls. Les growls, du coup, c'est Cédric. Moi, je growl pas, je fais tous les autres, mais vraiment le growl, la voix vraiment puissante, c'est celle de Cédric. Mais j'aurais dit que justement qu'il est vraiment plus bass black, mixé à beaucoup d'autres choses, mais quand même bass black. Là où dans le premier, bah, tu vois, sur la naissance du pire, donc c'est la piste 2 hein, pour les auditeurs, il n'y a même pas vraiment de passage black en fait, hein, puisque c'est que Cédric qui chante d'ailleurs cette chanson, que ce soit le chant clair ou le chant. Moi je chante pas du tout, donc je fais que les claviers. Et là-dessus, je trouvais que il y avait pas de black, donc tu vois, c'est marrant. Mais sur le côté prog, ouais, c'est vrai que Cédric, dans ta manière de composer, toi, ça, le côté comment dire, pas les variations, mais les contrastes qui vient vraiment du prog, c'est toi qui amène cette dynamique-là encore plus fort, quoi. Ouais, après, sur ce deuxième album, j'avais vraiment envie de me faire plaisir et de pousser un petit peu la composition, qui était un petit peu rapide sur le premier album, je trouvais, hein, à mon sens. Et j'avais à cœur, ouais, d'essayer de construire les morceaux un petit peu du mieux possible. Donc j'apprécie vraiment ta comparaison, mais ouais, on est encore loin de la qualité de composition de Calisia ou de groupes comme ça, hein. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette comparaison. Tac. Alors attendez, parce que là j'ai un espèce de bug. Ah bah Ok. Vous me voyez, vous m'entendez? Ouais, ouais. ouais, Ouais. on t'entend. D'accord, ouais, ça m'a fait un truc bizarre. Je vous entendais, mais ok, bon, ça a l'air d'être revenu. Bon. Ah oui, Non, donc non, t'es pas perdu, hein. Ça doit être ton retour qui a eu un souci, mais nous, on t'a pas perdu à aucun moment, Emmanuel. bon, ça va, l'enregistrement a l'air bon, donc ok. Euh, donc du coup, vous bossez en tant que duo, mais du coup voilà, donc Jérémy, tu es du côté de Paris, alors que Cédric, tu es en Alsace. Comment est-ce que vous vous organisez pour le travail? Est-ce que c'est tout à distance ou est-ce que vous vous voyez régulièrement pour composer ou répéter en réel? Ah, Saxon, calme-toi. Ouais, je crois que ça bug. Merde. C'est drôle. Tu nous entends? Ouais, Ouais, là, c'est bon, vous me voyez, vous m'entendez? on t'entend, on te voit, Ah et ouais, ça non, enregistre. ouais, non, mais du coup, à chaque fois, c'est pareil, quoi. J'ai le PC qui marche et à chaque fois que je suis en visio, il faut qu'il me colle des bugs, quoi. Vous avez entendu la question, du coup, ou pas?
Ouais, sur la méthode de compo, bah, je vais laisser Cédric répondre, mais juste pour en intro, le troisième membre qu'on évoquait tout à l'heure, il était à Brest, donc c'est pour Oui, te dire. Enfin, on répétait à Brest, lui il était plutôt dans le 56, mais ouais, on répétait à Brest, donc on était Bretagne, Île-de-France, Alsace. Un grand Et sur écart, la ouais. méthode de compo, ouais, bah, je te laisse répondre, c'est vrai. Ben Par rapport à notre méthode de travail, ça s'est fait assez naturellement, mais on a chacun a son petit lot de travail personnel à fournir. Moi, je m'occupe pas mal des compositions. J'enregistre des premiers riffs, j'essaie de lui donner un petit peu, avec clavier basse, un petit peu la dimension vers laquelle j'aimerais aller. Je la partage à Jérémy. On en discute, on essaie de l'orienter ensemble vers quelque chose. Je construis après le morceau petit à petit. Jérémy, lui, de son côté, il exerce sa plume, hein, il écrit pas mal. Parce que moi, je m'occupe pas du tout de l'écriture, pour le coup. L'écriture des textes, hein. Et Et sur la musique, ça on essaye dépend en de- fait. Ouais, sur la musique, ça dépend en fait. Sur le deuxième album, il y a des morceaux à la base, je lui envoie des nappes de clavier pour définir un peu le spectre harmonique, tu vois. Notamment par rapport à ce qu'on disait, le fait que le background de Cédric n'est pas forcément très black metal. Donc, à mon avis, il faut un accord mineur, voilà, il y a quand même quelques fondamentaux pour rester un peu dans une sonorité black. Et de là, lui, il va faire tout le reste. Guitare, enfin, moi, c'est juste des nappes de clavier. Donc, il rajoute la guitare, la batterie, la basse, parfois, il rajoute des claviers en plus. Et comme disait Cédric, effectivement, ça, c'était un peu notre façon de faire. On dirait, je dirais, au début sur le 6 morceaux du deuxième album, 4 ont été amorcés un peu comme ça, quoi. T'en as deux autres, par contre, c'est Cédric de A à Z. Je pense notamment au premier single, Nouveau Monde, j'ai rien fait. Pour le coup, même les claviers, il est venu avec le morceau clé en main. Et par rapport au troisième album, parce qu'on a déjà quasiment fini de le composer, là, pour le coup, moi, j'ai vraiment fait, je sais pas, 40 minutes d'ambiance, mais c'était vraiment, bon, des ambiances, quoi. Il y avait quasiment plus de ligne mélodique, rien. Donc, ça pouvait laisser le champ à plein de choses. Et de là, Cédric enfin, a fait les morceaux, en fait, plutôt, de From Scratch de ça. Et il y en a certains qu'il a complètement composé. On a juste rajouté certaines parties. Et du coup, j'ai rajouté quelques claviers, vite fait sur, certaines pistes. Et donc, on fonctionne à 90% à distance. La seule chose qu'on va enregistrer ensemble, donc d'ailleurs, on a fait une session de travail là, il y a 3-4 semaines de 4 jours, c'est pour le chant. Pour le coup, moi, je m'entraîne à essayer de faire. Alors, encore, là, j'avais pas eu le temps, donc j'ai posé les lignes en live avec lui, mais généralement, je bosse le placement. Bon, à Paris, je peux pas travailler ma tessiture, hein, c'est vraiment que le placement. Et du coup, on le travaille, puisque je suis en appartement, comme on peut l'imaginer. Et du coup, effectivement, là où se trouve Cédric, c'est notre home studio chez lui. Et là, on peut donner de la voix. Donc, le chant, pour le coup, on le fait ensemble. Et là, on a rajouté quelques pistes de clavier aussi sur des compos qu'il avait faites et j'avais pas eu le temps forcément de l'anticiper. Mais sinon, effectivement, on fait quasiment tout à distance. Tout ce qui est instrument, on le fait à distance. Hmm. D'accord. Et justement, ben, du coup, donc là, vous avez anticipé une question que j'avais prévue pour la fin. Donc voilà, donc Cédric, en n'étant pas euh, à la base sur du métal extrême, quand tu composes dans ce style-là, est-ce que quelque part, c'est pas une sorte de challenge ou est-ce que ça vient naturellement en fait? Non, au départ, c'était effectivement du challenge. Fallait que je m'inspire beaucoup de musique. Jérémy m'en partageait beaucoup. Il m'a beaucoup aiguillé là-dessus au départ. On a pas mal travaillé ensemble quand même sur le premier album, sur les riffings, etc., pour que ça prenne cette dimension. On a aussi appris certaines choses lors de l'enregistrement du premier album avec Edgar qui nous a partagé un petit peu de ses connaissances. Et après, sur le deuxième, là, ça devient de plus en plus naturel. C'est de plus en plus facile, effectivement, hein, pour moi de composer un petit peu dans ce style-là, parce que j'ai pris mes marques et parce que voilà. Donc, ouais, effectivement, au début un challenge, et puis là, j'y ai pris goût et j'essaie de m'éclater au maximum dans la composition des riffs, quoi. Hmm. Et Ok. c'est vrai qu'une étape qui a été importante, tu l'as mentionné, mais pour le premier album, en février 2021, j'avais passé une semaine, tu sais, on
il y avait les couvre-feux, tout ça, donc bah, en fait, t'avais pas forcément de vacances que tu pouvais programmer. Et j'étais parti une semaine chez Cédric, vraiment du vendredi au vendredi, où on avait fait maqueter 9 titres. Et on avait bossé ouais, quasiment H24 ensemble. Et du coup, à cette occasion, on a pu comment dire, un peu essayer de voir comment l'un et l'autre ont fonctionné. Parce que même si on a fait de la musique ensemble il y a plus de 20 ans, le compositeur principal du groupe n'était ni l'un ni l'autre. Bon, Cédric était le deuxième compositeur le plus conséquent, mais si tu veux, il y avait un guitariste qui est notre ami d'enfance, qu'on voit toujours, hein, mais qui faisait vraiment la jonction entre lui, Cédric et moi. Cédric et moi, on avait plus de mal à fonctionner ensemble, parce que moi, typiquement, j'avais fait 13 ans de piano et de clavier en orchestre, en machin, donc j'avais vraiment, je savais lire des notes et tout. Par contre, j'avais zéro oreille. Tu pouvais me jouer un riff, je pouvais pas te dire si c'était un sol majeur ou quoi aux caisses. Là où Cédric ne savait pas lire une note, une partition, il avait une super oreille. Donc tu nous mettais ensemble, c'était un sourd et un aveugle qui essayait de faire une partie d'échecs, tu vois. Et notre guitariste, pour le coup, avait les deux. Il avait une plutôt bonne oreille et en plus, il savait lire des partouches. Donc quand on s'est retrouvés tous les deux, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça raconte. Et bizarrement, en fait, cette semaine-là avait été un peu musclée parce que tu vois, quand tu passes 7 jours l'un sur l'autre à refaire de la zik, c'était pas arrivé depuis l'adolescence, bah forcément, il y a des moments où le ton monte, mais ça restait cool. Et on s'écoutait quand même. Et en fait, effectivement, moi j'avais des façons de fonctionner. J'avais plus fait de musique depuis 13 ans, donc ça n'allait pas du tout. À contrario, je disais à Cédric, attention, là, tu repars dans des trucs, mais c'est pas black, tu vois, entre guillemets, c'était dans la phrase, j'ai dit, non, mais ça, c'est pas black, mec, on peut pas faire ça. Et au fur et à mesure, il m'a quand même emmené sur des trucs, j'ai dit, allez, pourquoi pas. Donc, ça a été une semaine, en fait, qui a été assez décisive, parce qu'à partir de là, par contre, du coup, on a fait un constat, notamment ce qu'a dit Cédric, c'est qu'effectivement, pour le premier album, en fait, on n'avait pas de droit de veto. C'est-à-dire qu'en gros, on acceptait l'idée de chacun, donc nous deux, plus celle du troisième larron, qui est plus là, mais qu'on a crédité du coup aussi dans l'album, même s'il n'a pas enregistré en studio avec nous, parce que il avait composé quelques riffs et tout. Et du coup, ça donne cet album. Alors, en dehors du fait qu'en plus, même au niveau des couches tu vois, il y a très peu de couches de guitare, c'est beaucoup moins riche, mais il y avait aussi ce côté, on passe du coq à l'âne, quoi, sans vraiment de transition, en plus dans des morceaux très concentrés, hein. Le titre le plus long, je crois que c'est Le Prix d'un vol martyr qui fait 5 minutes, quoi, ce qui correspond à notre titre le plus court à peu près au prou du deuxième album. Donc effectivement, voilà, on s'était on fait un truc pour se faire kiffer, il n'y avait pas d'ambition, il n'y avait pas de réflexion derrière, tu vois. Moi, j'avais envie qu'on ait un objet physique, donc on avait trouvé un petit distro, c'était cool, quoi, Narcoleptica Production. Et sur le deuxième, par contre, là, on s'est dit, en vrai, pour des mecs qui sont un peu allés les mains dans les poches en studio, on a carrément réussi, enfin Edgar a réussi à nous faire avoir un son. Et c'est vrai que lui, il avait de l'ambition sur la composition. Donc là, c'est lui qui a commencé un peu à définir les règles du jeu, avec un certain niveau d'exigence, avec une façon de travailler. Donc ouais, on a vachement, je pense, passé une étape avec ce deuxième. Et franchement, pour le troisième, du coup, là, on a vraiment monté une méthodologie où on sait aller très vite. Tu vois, il y a des trucs où je lui envoie, je lui dis, écoute, je te l'envoie, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais on sait jamais, ça peut peut-être te donner une idée ou quoi aux caisses. S'il la dégage, s'il n'y a rien à faire. S'il dit non, attends, on va creuser, voilà. Donc ouais, non, non, là on a vraiment gagné. Et je tiens à le dire parce que tu lui as posé la question à lui, mais pour le troisième album, je lui ai dit je voudrais qu'on fasse du Black Indus à tendance électro. C'est pour ça que je te parlais de Versatile et de Borgne. Voilà, moi je vais plus Duz Magir là qui a sorti, c'est le projet, enfin c'est de Heimsgard, mais qui a sorti un album sous le nom de Duz Magir en fin de l'année dernière, et Neo Inferno 242 qui sont clairement, enfin en gros les deux disques références. C'est quand même une niche très particulière dans le black, même certains fans de black ne connaissent moins ce style. Et il m'a envoyé, donc j'ai envoyé moi des ambiances. C'est même pas des nappes de clavier là, c'est vraiment, des fois t'as pas d'accord, c'est du drone, des trucs comme ça. Et il m'a renvoyé un premier morceau, j'allais dire un autre mot, punaise. Et c'est exactement ce que j'avais en tête. Mec, alors que vraiment, je lui ai pas décrit, hein. Mec, c'est exactement, t'as réussi à te mettre dans les. Et en fait, il me renvoyait des morceaux. Et là, il a réussi à créer vraiment, parce que du coup, tu vois, on va essayer un peu de choisir un peu, même s'il y aura toujours de la variété. On a quand même essayé de s'inscrire on va dire vraiment dans un périmètre assez circonstancié de jeu. Et je lui ai dit, mec, d'un morceau à l'autre, on voit t'as ta signature sonore. Ouais, là, on a vraiment réussi à trouver une patte qui, du coup, j'en parle parce que vous pouvez pas prendre un de nos morceaux pour vous dire, imaginez le troisième, c'est encore autre chose par rapport à No Wishing. Mais ouais, là, enfin là, il a trouvé ses repères et 3 lignes dans un mail, j'écoute le truc, c'est parfait. C'est exactement ce que j'avais en tête. Donc, non, non, c'est vraiment 2 albums, du coup, bientôt 3. On a réussi à trouver notre façon de bosser, quoi. Ouais, ça doit être ça, parce qu'à force de bosser ensemble, et surtout, en plus, en étant pas très nombreux dans le groupe, on va dire, je pense que l'alchimie, vous devez commencer à comprendre un petit peu comment fonctionne l'un et l'autre et vous adapter par rapport à ça, quoi.
Ouais. Et puis, tu as l'esprit de notre premier groupe qui est quand même là, parce que notre premier groupe, on faisait une base plutôt rock metal, donc de la D'accord. power pop, metalcore, parce que c'était début, première moitié des années 2000, donc c'est le truc qui commençait à émerger. Et mais on mettait de l'électro, de l'électro, voire de la dance, on mettait du reggae, on mettait de la chanson française. On avait déjà ce côté, on mixait d'autres choses. Et du coup, parfois, je trouve que il y a des morceaux où, sur le deuxième où ouais, il y avait un peu l'esprit de notre premier groupe, quoi. Mais avec une maturité quand même assez différente. Et puis, bah, effectivement, on était ados à l'époque, la testostérone en moins, ou on dit qu'en tout cas, peut-être un peu de maturité, fait qu'aussi on arrive à communiquer de manière plus sereine, l'ego intervient pas. Tu vois, tu dis, c'est vrai que tu as raison de dire, quand t'es deux, c'est plus simple. Ouais, carrément. Et surtout, en fait, on s'est dit, à chacun, on s'est attribué des domaines un peu d'intervention. C'est vrai que c'est vraiment l'architecte de la musique. Moi, je gère bah, les lyrics, l'univers visuel, et puis aspirationnel, tu vois, les références cinématographiques, littéraires, et toute la partie, on va dire, relation avec la scène, c'est-à-dire label, médias, et l'agence, etc., etc. Et en fait, là-dessus, si tu veux, dans ces deux domaines respectifs, on va dire musique et tout le reste d'un côté, le dernier mot revient à celui dont c'est le domaine d'expertise. On peut échanger, mais si à un moment donné Mhm. on a vraiment on n'arrive pas à tomber d'accord, ce qui est assez, je n'ai pas forcément d'idée en tête, mais où il y a des fois je dis écoute, je pousse cette idée, par contre là récemment sur le troisième, je lui dis mais par contre tu décides à la fin. Moi, enfin, c'est toi qui sais, qui est le mieux sachant, tu vois. Donc en fait, ouais, t'as souvent Sylvain Bégaud dans Le Secret des Dieux du groupe Monolith qui dit il faut un leader. Quelque part, on est dans ce mode de fonctionnement-là. Par contre, on s'est réparti des domaines dans lesquels on a le dernier mot l'un et l'autre et ça fonctionne plutôt bien. Ok. Donc du coup, là, on arrive à la fin de cette première session. Donc je vous propose qu'on fasse une petite coupure et je vous renvoie un lien d'ici 5 minutes à peu Allez, ça près, quoi. marche. Allez, à Ça de marche. suite. À tout de suite.